Et cet après-midi, on reçoit un artiste polyvalent, j'ai envie de dire. Il s'appelle Benjamin Vendredi. Bonjour Benjamin. Bonjour Lise. Alors, tu es auteur, compositeur, beatmaker, interprète, producteur, multicasquette. Comment tu te définis toi en tant qu'artiste? Artiste complet ou il manque des cordes à ton arc pour toi? Non, je pense qu'il y a quand même pas mal, de cordes là Ouais. par rapport à ce que tu as dit. Il y en a encore d'autres dans des domaines un peu différents, mais je pense que je me considère comme un artiste complet, ouais. Après, c'est vrai que le côté interprète est quand même venu bien plus tard si on prend proportionnellement la durée. Oui, parce que tu es tout jeune. J'ai 30 ans, Ouais, je sais pas, il y a des gens qui diront que c'est jeune, il très y en a d'autres qui diront que c'est pas jeune. Non, Ça dépend du point de vue. Avec déjà une carrière pas mal, t'as un CV qui pèse un peu déjà. Ça fait 11 ans que je fais ça, enfin, que je travaille dans la musique, que je vis pas de ça, mais que je travaille dans la musique. Mais donc oui, je dirais que si je devais me définir, je dirais plus que je suis un compositeur. Parce qu'en plus de base, je joue du piano. Oui, c'est ça. Donc, t'as commencé le piano et t'as commencé par le classique. C'est ça. J'ai commencé 4 ans de classique et puis 3 ans et demi de jazz. Puis j'ai arrêté et j'ai été un peu autodidacte. Et c'est là que j'ai commencé à composer et que j'ai commencé à aimer... que j'ai trouvé le plaisir et le goût à créer des choses moi-même plutôt que de rejouer des partitions et des morceaux d'autres artistes, quoi. D'accord. Et t'as quand même collaboré avec des grands noms belges, notamment Roméo Elvis, Jean Jass, Caballero, PLK. C'est de la musique, alors je sais qu'on n'aime pas trop ce mot-là, un peu urbaine. Effectivement, c'est un peu un mot interdit, ça. On n'aime pas dire ça. Mais comment on définit cette musique dans le rap, en fait? Du rap, oui, c'est du rap. Après, effectivement, de nos jours, le rap devient... Enfin, le rap est devenu tellement populaire qu'on peut totalement l'associer à de la pop, donc de la musique populaire. Maintenant... oui, Roméo Elvis, je pense que c'est peut-être celui qui a été le plus vers la pop dans les 4 artistes que tu viens de citer. Jean Jass et Caballero, quand même, avec Stromae, ils se sont approchés aussi. C'est vrai qu'ils ont eu quelques trucs. Maintenant, là, ils reviennent un peu plus, on va dire, dans le rap, mais ça reste quand même des rappeurs de base. Je pense que le rap est devenu un genre de musique tellement large qu'il n'y a plus trop de barrières, en fait. Alors toi, tu viens aujourd'hui, parce que quand même, tu viens pour ton projet à toi tout seul comme un grand. Magnolia pour toujours, c'est un album que tu as créé. Là, tu chantes, on est carrément dans la pop, voire même, j'ai presque envie de dire, dans la chanson française. Parce qu'il y a quand même des textes. Oui, clairement. C'est écrit, en tout cas, c'est pas du tout du rap. Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai voulu, même de base, le fait d'avoir changé de nom, etc., par rapport à mon nom de producteur. Oui, c'est vrai que tu as commencé comme DI, c'est ça? C'est ça. Enfin, j'ai toujours ça, mais je veux dire de l'autre côté, en tant que producteur. Mais là, j'avais vraiment envie de scinder les deux, justement, pour pas qu'on associe ce que je fais au rap. Parce que très vite, les gens auraient pu se dire, vu que je produis du rap, je rappe, alors qu'en fait, il y a rien de rap. Bon, il y a quelques rimes, mais bon, c'est pas parce qu'on rime qu'on fait du rap. Non, évidemment. Non, moi je trouve que c'est des textes qui sont très écrits, en fait. C'est ça, et je chante vraiment, quoi. Je veux dire, même au fur et à mesure de l'évolution de tout ça, j'ai pris des cours de chant, enfin voilà, quoi. Je me suis vraiment prêté au jeu à fond. Et il y a des morceaux où je donne vraiment... j'essaie d'être une diva, quoi. Je donne de ma voix. C'est très bien aussi de changer de style, vu le nombre de casquettes que tu as. Oui, ça m'a fait du bien, clairement. Par contre, tu as annoncé il y a quelques semaines sur tes réseaux sociaux que tu mettais fin à cette aventure Benjamin Vendredi, parce que c'est presque alors que c'est toi finalement, mais... Oui, c'est vrai, mais je le vois... Comme une marque, presque. Oui, tu fais bien, tu le dis bien, je le vois quand même un peu comme une aventure, surtout que maintenant... c'est terminé, je le vois un peu comme une aventure, comme un espèce de défi, de challenge, et juste une... je regrette rien, hein. Je suis content d'avoir eu une envie et de m'être donné tous les moyens que je pouvais pour arriver à satisfaire cette envie, et j'ai vécu plein de choses géniales grâce à ça, franchement. Mais tu quittes la scène sur un album, c'est particulier quand même. Oui, c'est vrai. Après, franchement, j'ai hésité à le sortir. Parce que je me disais que justement c'était un peu bizarre de sortir un projet, mais de pas faire de date de concert derrière, de pas le vendre. Voilà, c'est ça exactement, de pas le défendre. Mais d'un autre côté, je suis quand même quelqu'un qui est très dans le symbole des choses, et je trouvais que ça aurait été dommage de garder certains morceaux qui au final racontent quand même quelque chose. Et même si j'arrête, j'avais des choses à dire.
Et ça m'a fait du bien d'en parler. Et donc j'avais quand même envie de partager ça avec mon public, même si c'est pas un grand public. Et je veux dire, même de manière générale, je me suis dit ce serait bête de pas le sortir en sachant que ça pourrait toujours parler à quelqu'un. C'est parce que tu as la sensation que ton public est pas suffisamment... Non, ça a été un espèce de mélange de tout. Bon, je pense qu'il y a eu malheureusement, tout le monde a ça un peu dans le travail, un espèce de burn-out général, notamment dû au fait de toutes ces casquettes. C'est d'énormément de choses que je fais, que je produis beaucoup d'artistes. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps et en fait c'est beaucoup de charge mentale. Et en fait c'est très dur de réussir à donner autant à chacun. Et en fait Benjamin Vendredi, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à lui donner autant de temps. Je parle de lui comme si c'était quelqu'un d'autre. Non, mais je comprends, au projet quoi. Oui voilà, j'arrivais pas à lui donner autant de temps. Ce projet avait besoin de plus de temps, plus d'amour, plus d'énergie. En fait je travaille beaucoup avec un artiste qui s'appelle Absolem, que je produis depuis 7 ans, et avec qui on est vraiment dans une aventure à fond. Et là, depuis quelques temps, ça commence à bien marcher. On sent qu'on commence à récolter les fruits de notre travail. Et en fait, ça me demande énormément de temps, parce qu'on fait quasiment tout à deux. Donc tu fais tout à 100%, quoi. Tu sais pas faire un truc à 50, quoi. Non, clairement pas. Les curseurs sont oui, au c'est max. ça, parce que je suis quelqu'un de très investi, je suis vraiment quelqu'un de passionné. Je suis énormément passionné, donc quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire à fond. Donc, tu dis quelque part que t'arrêtes, mais il n'est pas impossible qu'un jour tu y reviennes, finalement. Non, oui, c'est ça. Après, le fait est que maintenant, voilà... Là, pour l'instant, t'as pas le temps. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai préféré arrêter pour aussi... J'aime pas donner des faux espoirs. Donc, j'ai pas envie de laisser traîner ça non plus. Et aussi, même pour moi, pour psychologiquement me dire, OK, ça, on n'y pense plus et on se focalise sur autre chose. Maintenant, je me suis découvert une âme de chanteur, une âme d'interprète. J'aime chanter... ça m'a permis de m'ouvrir aussi au niveau de la production, de produire plein de choses différentes. Donc maintenant, avec certains artistes avec qui je travaille, ça ouvre des possibilités différentes. Mais c'est particulier que tu ailles dans ce sens-là, parce que c'est vrai que d'habitude, on a des artistes qui vont plutôt faire l'inverse, en fait. Ils vont passer de la prod à la chanson et rester dans la chanson, finalement, parce que tu as fait des scènes, donc tu as dû rencontrer ton public, et ça, il paraît que c'est inoubliable et que c'est des moments... qui reste... Clairement. Après, là, j'ai annulé ma seule date, on va dire, qui aurait été... qui aurait été la date où j'aurais vraiment rencontré mon public, parce que, bon, voilà, j'ai fait une tournée de première partie de Zénith l'année passée. J'ai joué à Namur, aux Solidarités de Namur. Oui, c'est rien que pour ça, je suis content. J'ai vécu une expérience incroyable de jouer devant 10 000 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens n'étaient pas mon public. Mais j'ai quand même pu ressentir l'amour qu'on peut avoir... juste à travers une chanson, en fait. Les gens écoutent une chanson, ça leur parle d'avoir des milliers de personnes qui chantent une chanson qu'ils n'ont jamais entendue de leur vie, en mettant leur flash en l'air, comme ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je suis hyper reconnaissant d'avoir vécu ça. Mais effectivement, c'est bizarre de faire ça dans ce sens-là. Après, on va pas se mentir. Benjamin Vendredi, j'ai peut-être eu l'impression que par mon statut... par rapport à ce que je proposais, etc., ça allait peut-être mieux marcher que ce que ça a marché, ou plus vite. D'accord, ok. Et en fait, ça demande tellement d'énergie et que, en fait, je me suis aussi rendu compte que là, déjà, j'avais pas le temps et que peut-être j'étais pas prêt, en fait, à me lancer dans une nouvelle carrière. D'accord. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, il faut faire un choix, en fait. Maintenant... Je sais pas. J'ai préféré dire que c'était fini. Maintenant, c'est toujours dur de dire que c'est terminé. Mais... Ouais. Bon, moi, je pense que c'est qu'un au revoir. Voilà. On va essayer de rester positif. Voilà, toi qui as une vision justement du devant de la scène, de l'arrière de la scène, est-ce que tu trouves... Parce que la Belgique a été... Et elle est de plus en plus assez plébiscitée pour ces artistes, ces jeunes artistes. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de réussir en tant qu'artiste belge ? Alors, je pense en tant qu'artiste, déjà de manière générale. Mais en tant qu'artiste belge, plus difficile par rapport à quand ? Il y a 10 ans, par exemple ? Avant Stromae, on va dire ? Avant Stromae, ouais. Non, c'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement, maintenant, les regards sont tournés sur nous. Même s'il y a quand même toujours ce paradoxe un peu triste que c'est quand la France nous reconnaît que la Belgique nous accepte. Et pas l'inverse. Et ça, je trouve ça dommage. Mais dans le rap, c'est pareil. Enfin, vraiment, en fait, je pense que c'est dans la musique de manière générale. Mais ça marche pour les autres arts aussi. Je pense que pour les acteurs, c'est la même chose. Mais donc, au final, voilà. Mais après, d'un côté, ça veut dire que si tu séduis la France, la Belgique va suivre. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais non, je pense que c'est quand même plus facile. Moi, ce que je pense qui est très compliqué de nos jours, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui font de la musique
Et il y a cette espèce de perspective où on se dit que tout le monde peut réussir, comme si pour réussir il suffisait d'être talentueux, ou il suffisait de croire en soi ou de bien travailler, alors qu'en fait il y a énormément de facteurs qu'on ne contrôle pas. Et moi ça a aussi été un aspect qui a été dur à vivre, c'est le fait de croire en ce que je fais, de me dire que ce que je propose est quelque chose d'un peu différent, d'original, et que je vois les gens autour de moi qui y a du répondant, mais dans plein d'autres secteurs, ça ne marche pas. Et c'est notamment les réseaux sociaux où on a l'impression que quand on fait pas assez de vues, pas assez de ci, pas assez de ça, et donc on en vient parfois un peu à perdre le cap de pourquoi est-ce qu'on fait ça et du plaisir qu'on a, parce qu'au final, ça reste pour la plupart des gens, je pense, même 95%, c'est une passion. On fait ça parce qu'on en a envie, parce qu'on a ça au fond de nous, et pas parce qu'on a envie que ça marche, pas parce qu'on a envie de gagner de l'argent. Mais de nos jours, en fait, on a tous l'impression qu'on peut vivre de ça. Et ça a un bon côté, parce que c'est vrai. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont peut-être eu l'impression, même il y a 10, 15 ans, 20 ans, que jamais ils auraient pu devenir artistes alors qu'ils avaient le talent et qu'ils avaient ce qu'il fallait. Mais d'un autre côté, ça fait qu'il y a un embouteillage énorme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applis pour finalement assez peu d'élus. Bah c'est fou, même quand on voit des chiffres sur Spotify, il y a 99%, peut-être j'abuse, mais on va dire, allez, je vais compter large, 90% de la musique sur Spotify ne fait aucun stream. Ouais, personne n'écoute. 9 chansons sur 10 qui sortent sur Spotify, et tous les jours, il y a des dizaines de milliers de chansons qui sortent. Donc c'est génial. Mais d'un autre côté, ça fait que pour les gens qui ont vraiment envie d'en vivre et qui vont tout donner, qui vont tout sacrifier pour ça, ça rend le chemin plus complexe, quoi. Qu'est-ce que tu avais envie de raconter avec Magnolia pour toujours ? Bah déjà, comparé à mon projet avant, qui était donc Avant, pendant et après l'amour, qui était donc un projet qui parlait un peu de relations passées, de quand j'étais ado, de quand j'étais plus jeune adulte, etc. Bah en fait... j'avais envie d'un truc un peu plus positif. J'avais envie, même si je sais que ma musique n'est pas ultra positive, ça reste quand même très mélancolique. Ouais. Mais par exemple, pour moi, le morceau Magnolia, il représente bien le truc. C'est un peu genre, maintenant, j'ai envie que les choses soient meilleures. J'ai envie d'être mieux dans ma peau. J'ai envie d'être plus épanoui dans la vie, etc. Et au final, j'ai suivi ça, même au-delà de la musique, parce que c'était un sentiment que j'avais vraiment en moi. Après, il y a une chanson que j'ai fait sur ma maman, qui était une chanson que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est Post-it. Donc voilà, parce que j'avais envie de raconter. En fait, je me pose jamais vraiment la question de qu'est-ce que j'ai envie de raconter, c'est plus sur le moment. Moi j'ai vraiment un lien à la musique qui est extrêmement fort et qui est émotionnel. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, oui, je vais composer quelque chose et ça va réveiller quelque chose en moi que je contrôle pas vraiment, en fait. Je me dis pas là j'ai envie d'écrire une chanson sur telle fille, ou bien sur le fait que je me sens seul, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est un ressenti. Oui, et c'est vraiment la musique qui me drive. Tu commences par la musique ou par les textes ? Par la musique, toujours, oui. Ok. Ouais, toujours. Je pense que ça, c'est le côté producteur. Après, maintenant que peut-être que j'ai plus facile à faire un mea culpa, entre guillemets, mais j'écris pas mes textes tout seul. Ah, d'accord, ok. J'écris avec certaines personnes, ça a changé. Mais en fonction des thèmes ? En fonction des thèmes, en fonction aussi de l'évolution de ce dont j'avais envie de parler, de l'exigence de certaines choses, parce que mes premiers morceaux sont pas les mêmes que les derniers. Genre, je trouve que sur Magnolia, c'est un peu paradoxal, c'est un peu bête, mais je commençais à trouver un peu vraiment une vraie couleur qui me représentait, alors que sur le projet d'avant, c'était plus... Je faisais de la musique qui me parlait, mais on pouvait quand même plus facilement associer à des choses... C'est mon avis, maintenant. Plus facilement associer à des chansons qui peut-être, ou des couleurs de certains artistes, etc. Même au niveau de ma voix, j'ai plus assumé ma voix un peu plus grave sur mon dernier projet. C'est un cheminement, surtout quand on sort de l'ombre. Tu vois, le fait de s'accepter, c'est s'accepter dans tous les aspects, quoi. Accepter de se regarder, accepter de s'entendre parler, accepter de s'entendre dire certaines choses. Quand tu fais écouter la musique aux gens, d'assumer... Ils entendent quelque chose, toi quand t'es en studio tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. C'est juste tu lâches ce que t'as. Et puis quand tu le confrontes aux gens et tout, c'est des choses qui sont particulières quand c'est pas quelque chose d'instinctif, en fait. Ouais, je pense que les gens sentent l'honnêteté aussi. C'est important. Franchement, si c'est le cas, tant mieux. C'est quoi tes inspi ? Les artistes desquels tu te détaches pas ? Franchement, j'ai pas une inspiration particulière. Maintenant, clairement, beaucoup de gens ont associé ma voix à celle de The Weeknd au début où j'ai commencé à chanter.
Même plein de gens me disaient mais tu dois faire. En plus c'est au moment où The Weeknd est devenu une super ultra méga star. L'époque Daft Punk, tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Même un peu après avec son album After Hours, tu vois, et le son Blinding Lights. Ouais. Et tout le monde me disait mais tu dois faire ça, deviens le The Weeknd français, etc. Oui, belge, bon, les gens disaient français mais francophone. Non, belge. Oui, belge, non, mais de toute façon je serai toujours là pour revendiquer le fait que je suis belge, je ne suis pas français. Même si j'ai des origines françaises, mais bref. Mais donc voilà, mais d'un autre côté, en fait, je n'arrive pas à faire la même chose. J'arrive pas à me dire, je vais faire un album qui va être très new wave, 80s, où je vais chanter tout le temps de la même manière. Au final, mes premiers morceaux, t'as Belle Maladie, qui est clairement un peu de la chanson française pop. Ouais. Puis t'as Le Soleil caresse ta peau, qui est un peu plus moderne, un peu plus R&B dans l'inspiration. Puis après, il y a Fantôme, qui est très funky. Il y a vraiment de tout. Et en fait, c'est parce que c'est ça que j'aime faire. Mais d'un autre côté, c'est aussi compliqué parce que... on n'arrive pas à te mettre dans une case. Voilà, les gens ont besoin, et c'est pas un reproche, hein, c'est un constat, mais les gens ont besoin d'identifier un artiste avant qu'il puisse aller n'importe où, on va dire. Mais j'ai toujours senti, même dans le rap, hein, j'entendais ça quand je discutais avec des gens du milieu, même qui avaient plus d'expérience, ils me disaient tout ça, il faut qu'on arrive à t'identifier. Et en fait, c'est ça le plus dur. C'est de se faire identifier. Une fois que t'es identifié, là, les gens comprennent un peu et ils vont t'écouter pour ce que tu offres. Ouais, c'est ça. Et pas pour écouter un mec qui fait une chanson comme The Weeknd, comme nanani, comme nanana. Après, j'ai pas encore répondu à ta question. mais donc, j'ai pas vraiment d'inspiration pure. Mais je suis quelqu'un qui a écouté énormément de musique. J'écoutais vraiment de tout. Donc je pourrais dire dans mes inspirations, il y a du rock, j'écoutais du Linkin Park quand j'étais petit et aussi du Green Day, mais en même temps j'écoutais les Destiny's Child et j'écoutais Eminem et j'écoutais Jamiroquai, mais j'écoutais aussi Mozart quand j'étais petit avec mon père et en même temps du vieux rock des années 60. Et c'est éclectique. Voilà, c'est ça, les Beatles. Enfin, franchement, il y a de tout. Et donc, en fait, je sens, beaucoup de gens, des fois, me disaient, ah, ça me fait penser. Genre, il y a quelqu'un, Romain Garcin, qui a fait la cover d'ailleurs de Magnolia pour toujours, m'a dit à un certain moment qu'il trouvait que j'étais un subtil mélange entre Laurent Voulzy et Justin Timberlake. Ah oui, il y a un gap. Il y a un réel gap. Mais d'un côté, je trouvais ça intéressant. Puis il y a des fois où il y a quelqu'un qui m'a dit que je sais penser à Maroon 5. Ouais, je comprends. Il y a le morceau Chute libre. Il y a un pote à moi qui était fan de ce groupe-là qui m'a dit que je lui faisais penser au groupe... Ah ben super, je me rappelle plus maintenant. Keane. Ah oui. Sur le refrain, et c'est vrai quand il me l'a dit, je me suis dit mais donc au final Keane, j'ai plus écouté Keane depuis que j'ai 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc quelque part ça t'a marqué sans que tu t'en rendes compte. Oui, c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'en moi j'ai plein de musique qui... C'est le subconscient qui prend voilà, exactement, le relais, c'est ça. Et je me dis pas ah ça m'inspire, ça m'inspire pas, juste il y a des fois des bribes qui ressortent. Maintenant moi ce que j'ai quand même essayé de faire à chaque fois, c'est de mélanger les genres parce que je trouve que c'est ça qui permet un peu d'amener quelque chose de nouveau. Voilà, par exemple, pour le truc de Keane, là, le refrain, pour le Chute libre, je trouve le refrain, donc il a ce côté un peu pop-rock des années 2000, 2005, 2010 aussi avec avec cette époque-là. Je suis un grand fan de Coldplay aussi, vraiment beaucoup, surtout au début quand j'ai commencé à composer, je m'inspirais beaucoup de Coldplay. Mais d'un autre côté, les couplets sont très pop française, je trouve. Donc voilà, j'ai toujours essayé de trouver un peu un espèce d'entre-deux, entre des styles différents, quoi. Bon, je suis obligée de te poser la question, parce que ton album s'appelle Magnolia pour toujours. On est obligé de faire le rapprochement avec Claude François et Magnolia Forever. Tu nous expliques ? Alors, c'est pas du tout lié à Claude François. Bah voilà. Après, je connais Claude François. Je veux dire, c'est un artiste que j'ai écouté dans ma famille. Ma sœur, ma très grande sœur est une super fan de Claude François. Mon père aussi. Enfin, pas un super fan, mais il écoutait beaucoup. Et en fait, le titre, il est venu de la chanson d'abord. Et en fait, l'idée des Magnolias, c'était un peu représenter le positif et un peu la renaissance. Vu que, comme je te disais au début, j'avais envie de sortir un peu du côté un peu sombre et un peu triste de mes 3 premiers projets, mes 3 premiers EP. Je trouvais que c'était une belle image, en fait, de cette fleur qui naît, et en plus qui n'est là que pendant une semaine, je pense, au début du printemps. Et le fait du pour toujours, c'est quand j'ai décidé de séparer le projet en 2, donc d'abord sortir Magnolia, c'était une manière un peu d'avoir ce... En fait, là, j'ai fait le rapprochement, mais l'idée n'était pas de lier ça à Claude François spécialement. Mais ça sonnait quoi ? Oui, je trouvais que ça sonnait, et en plus...
bah, maintenant que j'arrête, je trouve que ça a un côté encore plus beau et poétique dans le sens où c'est peut-être mon dernier projet et donc ça fait un peu un espèce d'adieu, mais que je trouve où j'ai envie de dire au final, ce projet représente le fait que j'aurais atteint ces Magnolia et que je les aurais eu et qui seront là pour toujours, tu vois. Je trouve ça assez beau comme image en fait. Ouais, c'est joli. Même si ça n'a pas été calculé de base. Ouais, ça fait pas 3 ans que je me dis qu'après cet album j'arrête, par exemple. Ok, ça t'a pris 3 ans quand même. Non, ça m'a pas pris 3 ans, mais ça fait depuis 3 ans que Benjamin. Oui, voilà, que Benjamin Vendredi est né. Oui, c'est ça. Voilà, l'idée n'est pas née dès le départ. Ok. Donc c'est quoi la suite pour DI? Bah alors la suite pour DI, c'est donc comme je disais, Absolem avec qui je travaille beaucoup. Voilà, je collabore toujours avec les mêmes personnes, Caballero et Jean Jass. Après là, Benjamin Vendredi ayant pris une grande place, j'ai mis de côté un peu DI, donc j'ai moins travaillé, on va dire, networké sur le fait de travailler avec d'autres artistes qui font pas partie de mon réseau, on va dire, proche. Ouais. Voilà, il y a aussi Isha et Limsa qui ont sorti un projet qui s'appelle Bitume Caviar, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et sur lequel on travaille aussi. Mais en vrai, le truc, c'est que pour DI, c'est surtout prendre un peu plus de temps pour lui et un peu moins dédier toute sa vie au travail. C'est un peu ça aussi. C'est le fait de mieux balancer pro-perso. Voilà, c'est ça exactement. Et de profiter un peu plus de la vie parce que là, j'ai dédié beaucoup d'années de ma vie au travail et j'en ai presque perdu le plaisir de déconnecter, de partir en vacances, de profiter un peu plus, quoi. Oui, à 30 ans, c'est dommage. Mais d'un côté, c'est ça. Et d'un côté, je me dis, c'est pas trop tôt. Et d'un autre côté, je me dis, tant mieux que je m'en rende compte de ça maintenant et que j'ai pas été trop la tête dans le guidon parce que c'est dur de s'en rendre compte. Parce qu'il y a des gens à qui ça arrive on va dire, plus tard. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu ma crise de la quarantaine à 30 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup Benjamin Vendredi. Merci à toi.